Bonsoir, vous êtes avec le groupe Mira. Mira, c'est la mire radiophonique de RPBFM qui vous consigne parmi les trucs et astuces, les combines et ficelles du développement durable. C'est le pragmatisme d'une équipe qui s'étrille autour des questions d'énergie, de la gestion raisonnée des ressources, des bons plans et coefficients à ne pas rater, de la joie prétendument induite par les vertus retrouvées de la frugalité. Bienvenue à tous. Nous voici arrivés dans cette nouvelle émission radio de notre groupe Mira. La santé et les ondes électromagnétiques, vaste sujet bien sûr. On va essayer de l'aborder aujourd'hui. Pour rappel, nous sommes sur 93.9 et Radio Paul Bert. La radio Paul Bert est au réseau Paul Bert dans un magnifique quartier végétalisé de Bordeaux. Voilà. Alors avec nous, deux invités, donc une invitée de très haut niveau, notre invitée d'honneur, Madame Michèle Rivasi, députée européenne. D'abord, on vous remercie infiniment de participer à cette émission qui, pour nous, a beaucoup d'importance. Et je crois, j'ai lu tout ce que vous avez fait et vous êtes à l'initiative de la création du CRIRAD, Commission de recherche de l'information indépendante sur la radioactivité, fondée, je crois, en 1986. Oui. Et du CRIREM, Centre de recherche et d'information indépendante sur les rayonnements électromagnétiques. Voilà. Il faut préciser que Michèle Rivasi est diplômé de Normal Sup et professeur agrégé de sciences naturelles. Tout à fait, j'allais le dire. Et avec nous, Alain Deluzan, ingénieur, ancien officier de renseignement de l'armée de l'air, président fondateur de l'école de géobiologie à Mérignac, et auteur du livre Votre santé en savoir plus, en lieu sûr. Votre santé en lieu sûr. Pardon, donc édité. À 6 reprises au courrier du livre. Voilà. Et puis votre modeste animateur, Jean-Marc, je vais essayer de faire monter au plus haut niveau cette émission. Je le rappelle toujours au début, cette émission n'a pas pour but de faire l'équivalent d'un tribunal correctionnel ou d'un tribunal pénal. On essaie d'apporter des témoignages très mesurés et quantifiés dans un esprit scientifique. Bon, je suis moi-même ingénieur. Et en dehors des dogmes non justifiés ou des attitudes inquisitoriales. On essaie d'approcher la vérité du mieux qu'on puisse avec toute la mesure possible. Je voudrais aussi employer cette image un peu parabolique. On essaie de faire un tableau de Renoir ou de Cabanel, loin de la grisaille et loin de la troncature ou des réductions de complexité de ce que veulent bien nous présenter quelquefois le monde des médias. Donc quelque chose de mesuré et de coloré. Voilà. Alors, Michèle Rivasi, je crois que vous aviez 3 questions qui vous tiennent énormément à cœur. Alors, vous êtes une scientifique de très haut niveau, Normal Sup, mon Dieu, c'est le plus haut niveau en France. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit rappel sur la radioactivité ? Qu'est-ce que c'est exactement cette radioactivité ? Ça fait peur à tout le monde, mais on la trouve aussi dans la nature. Allez-y, on vous écoute. Écoutez, la radioactivité, vous avez la radioactivité naturelle et artificielle. Naturelle, ce sont des corps qui sont instables et ils passent, vous voyez, d'un élément à un autre en émettant des rayonnements ou des particules. Et d'un point de vue naturel, vous avez, alors les gens le connaissent en général, c'est l'uranium 238, l'uranium 235, le thorium,
le radon, qui est un gaz qui provient de la désintégration de l'uranium-238. Et puis vous avez le potassium 40 qu'on a dans notre corps, le carbone 14. Voilà, ça c'est dans la nature. C'est une radioactivité donc qui, c'est pas parce qu'elle est naturelle qu'elle n'est pas nocive. C'est le cas particulier du radon. C'est un gaz radioactif. La France a mis beaucoup de temps à le considérer comme un élément pouvant occasionner des cancers du poumon. Vous voyez, c'est la deuxième cause de cancer du poumon après le tabac. Ah, c'est Et c'est considérable. l'OMS qui, dans les années 2006, avait déjà dit attention, le radon c'est un cancérigène vraiment sûr, hein, en quelque sorte, et qu'il faut absolument le réglementer, notamment dans l'habitat, dans les lieux de travail. Et puis après, la France a émis quand même un décret où elle demande à ce qu'on contrôle dans les bâtiments publics le niveau de radon, vous voyez, dans l'air, et puis au niveau du travail, mais que dans certains départements qui sont plus susceptibles d'émettre du radon, parce qu'il provient beaucoup du granit qui contient donc de l'uranium, mais pas que, parce que dans certains départements, vous pouvez avoir des alluvions, vous pouvez avoir des fissures. Eh bien, le socle étant constitué, vous voyez, de granit, eh bien, il peut y avoir des émanations de radon. Donc, quand je l'ai créé, comme vous l'avez dit, la CRERAD en 86, bon, on s'était beaucoup intéressé alors à une deuxième catégorie qui est la radioactivité artificielle, donc c'est dû à l'activité humaine, et notamment on l'a au niveau des centrales, puisqu'on utilise la fission, c'est-à-dire qu'on a de l'uranium-235 qui, avec des neutrons, se casse et produit énormément d'éléments radioactifs qui n'existaient pas à l'état naturel. Alors les gens connaissent l'iode, le césium-137, le ruthénium, etc., qu'on retrouve donc dans les centrales nucléaires, dans les combustibles usés, mais aussi dans les effluents radioactifs qui sont rejetés par les centrales nucléaires. Donc que ça soit naturel ou artificiel, il faut tenir compte du type de rayonnement, parce que vous voyez que les rayonnements alpha sont beaucoup plus nocifs dans la mesure où ils peuvent casser l'ADN présent dans les cellules. Vous avez le rayonnement bêta et le rayonnement gamma. Et le problème de ces rayonnements, c'est que ça perturbe justement les infrastructures génétiques des individus, pouvant entraîner des mutations et donc pouvant entraîner des cancers. C'est ça le problème, toute la problématique de la radioactivité. D'accord. Donc pour rebondir sur cette question, bon, c'est vrai qu'il y a eu l'incident de Tchernobyl. À ma connaissance, il y a eu des quantités inouïes de retombées, surtout en Biélorussie. J'avais vu quelques reportages sur le sujet et j'avais vu que effectivement le taux d'enfants handicapés avec des maladies cardiaques congénitales avait explosé en Biélorussie. C'est bien vrai cet aspect? C'est ça ou c'est exagéré? Suite à Tchernobyl, vous savez déjà les premières personnes qui ont eu des conséquences terribles, ça a été les liquidateurs, puisqu'on a envoyé des pompiers, énormément de gens éteindre cet incendie radioactif. Oui. Et il y a eu plus de 300 000 personnes. Hein. Vous voyez, maintenant, quand j'entends certains qui disent « Oh, mais Tchernobyl, c'est quelques dizaines ou même milliers de morts », non, c'est des centaines de milliers de morts, dû justement au fait d'avoir éteint ce réacteur de Tchernobyl. Et puis, surtout, c'est qu'il y a eu des contaminations dues aux particules radioactives qui ont été véhiculées par ce nuage radioactif, et quand il y a eu des orages, ça a précipité ces particules au niveau du sol, et ça a entraîné à la fois de l'irradiation, c'est-à-dire, vous voyez, quand la particule est au niveau du sol, elle émet ses rayonnements, notamment alpha, gamma, et puis il peut y avoir aussi une contamination interne par rapport aux aliments qu'ils mangent. Donc la Biélorussie a été parfaitement touchée, mais l'Ukraine aussi, hein, vous savez, moi depuis 86, je m'en suis beaucoup occupée en tant que députée européenne. On a rénové des hôpitaux dans la région proche de Tchernobyl, notamment c'est à Ivankov, où on suit 4000 enfants, même encore à l'heure actuelle. Enfin bon, vu la guerre en Ukraine, c'est quand même plus difficile.
mais où on a ces enfants de 3e génération qui sont encore malades. Donc, vous voyez, sur la radioactivité, on ne connaît pas tout. Hein. Je vous parlais des cancers, mais pas que. Parce qu'on ne sait pas pourquoi ces enfants ont des difficultés. Vous voyez, ils ont beaucoup de problèmes vasculaires. Ils ne peuvent pas faire des efforts importants. Ils sont souvent malades. Donc, on a vu de suite au début les cancers de la thyroïde, des leucémies. Mais il y a d'autres conséquences et on essaie de comprendre ce qui se passe parce que, vous voyez, lié au nucléaire, il y a toujours une opacité pour l'information. Alors là, Avant, il y avait beaucoup d'études qui avaient été faites par le CEA, notamment l'IRSN qui s'est installé, mais quand on demandait après les données des études, on les avait pas. C'est pour ça que, en tant que député, avec la Commission européenne, on a rénové cet hôpital et on fait toute une étude de suivi de ces enfants. Ah ben c'est magnifique, c'est une œuvre qui est très importante, mais ça amène effectivement à une remarque ou une observation. C'est que de mon côté également, j'avais tenté d'obtenir des mesures précises, notamment sur la situation des centrales nucléaires en France. Et c'est vrai qu'on est bien souvent devant l'absence de mesures précises sanitaires, c'est-à-dire une augmentation des cancers dans un rayon de 10, 20 ou 100 km autour des centres nucléaires. Par contre, j'ai eu quelques informations par des élus écologistes de Strasbourg qui m'ont dit qu'en Allemagne, les mesures avaient été faites. Est-ce que c'est vrai ? Peut-être vous pouvez nous éclairer. Oui, il y a eu une étude faite dans les années 2010-2012 en Allemagne qui avait montré qu'il y avait une augmentation de leucémie chez les enfants de 0 à 5 ans qui étaient près des sites nucléaires. C'est-à-dire, plus on se rapprochait des sites nucléaires, plus il y avait des leucémies. Voilà. Et ils avaient établi une relation de causalité, si vous voulez, entre la proximité des centrales et les leucémies. En France, il y a eu aussi une étude en 2012 faite par l'INSERM, mais j'avoue que les conclusions, elles sont beaucoup plus... Alors, ils ont effectivement observé une augmentation de leucémie, mais eux, ils disent que il n'y a pas forcément une relation de causalité. Il peut y avoir d'autres facteurs qui montrent qu'il y a cette augmentation de leucémie. Une analyse multicausale. En tout cas, il faut quand même savoir qu'au niveau des centrales nucléaires, même en fonctionnement normal, il y a des effluents qui sont rejetés, à la fois gazeux et puis liquides dans les fleuves. Et gazeux, vous retrouvez de l'iode radioactif, vous retrouvez des gaz qui sont rejetés, et ça pourrait avoir une conséquence au niveau des gens qui sont dans les vents dominants près des sites nucléaires. Et puis au niveau de l'eau, ça, alors c'est plus facile à faire des études parce qu'il y a des espèces de ce qu'on appelle des bioindicateurs qui montrent que dans certaines algues, il y a des concentrations, vous voyez, de ces éléments radioactifs qui sont rejetés régulièrement. Alors, ils ne doivent pas dépasser un certain niveau, ce qu'on appelle les autorisations de rejet, mais ce qui n'empêche, c'est que c'est rejeté et suivant la période radioactive des radioéléments, ça peut se concentrer et ça peut aller après au niveau de la chaîne alimentaire. D'accord. Mais ce qui veut dire aujourd'hui, c'est que ça correspond effectivement avec des éléments que j'avais essayé ou pour lesquels j'avais essayé d'entreprendre une petite enquête auprès de la mairie de Mérignac, de Alain Diani en l'occurrence, en lui demandant quels sont les taux observés, les mesures faites sur des composés radioactifs. Et en fait, la simple réponse que j'ai reçue, c'est la qualité de l'eau est conforme aux normes qui sont imposées, soit par la métropole notamment, ou qui sont validées par l'ARS. Voilà. Mais pas plus de précision. Ça veut dire que ce que vous dites, c'est qu'il existe des rejets, mais qui peuvent être finalement encadrés par les normes actuelles en France ou en Europe. C'est ça? Alors, il y a des rejets. Maintenant, après, il y a une dilution qui se fait dans l'eau. Oui. Et il faudrait faire des mesures vraiment régulières pour voir si on peut trouver du tritium. Parce que c'est souvent le tritium qui est un élément qui est beaucoup rejeté par les centrales nucléaires et qu'on a tendance à retrouver dans les nappes phréatiques qui sont sous les centrales. Ah, voilà. Vous voyez, c'est le cas par exemple au Tricastin. Au Tricastin, on sait que la nappe phréatique est contaminée avec le tritium. Même, ils ont fait des espèces de barrages souterrains, vous voyez, pour pas que ça communique avec
d'autres nappes phréatiques qui sont prélevées alors là pour l'eau potable. Mais vous voyez que c'est quand même très difficile de rendre étanche une nappe phréatique et contaminée. Oui. Vous voyez, là où on extrait l'uranium, c'est le cas par exemple au Niger, eh bien, c'est vrai que les eaux sont polluées parce que quand on fait de l'extraction de l'uranium, on utilise énormément d'eau. Donc il y a une contamination aussi au niveau des nappes phréatiques. Maintenant, sur l'eau potable, tout dépend où c'est prélevé. Il faudrait faire vraiment des mesures très régulières pour savoir quels sont les niveaux. Mais très souvent, ces mesures ne sont pas faites, ou très peu. C'est ce que j'ai constaté. L'ARS, j'avais appelé, n'avait pas forcément toutes les mesures à disposition. Ouais. Donc ça reste un sujet, effectivement, avec des difficultés considérables pour obtenir des mesures pertinentes. En fait, c'est Exactement. C'est pour ça que la CRERAD, vous voyez, ça a été quand même... Ah oui, c'est une avancée très nette. Ça a été très important d'avoir ce labo indépendant, parce que, vous savez, c'est pas les exploitants qui vont se faire harakiri. Oui. Donc même s'ils trouvent à des moments des points de... Vous voyez, des forages où ils trouvent une contamination importante, ils vont pas le crier sur les toits. Donc c'est très important d'avoir des contre-pouvoirs et travailler avec la population pour essayer d'en savoir plus et d'identifier s'il y a des sources de contamination et surtout des risques. Parce que ce qui est très important à dire, c'est que, vous voyez, il n'y a pas de niveau en dessous duquel il n'y a pas de risque. Vous voyez, on établit ce qu'on appelle des normes, des seuils, mais c'est pas parce qu'on est en dessous du seuil qu'il n'y a pas de risque. C'est ça le problème de la radioactivité. Et bien sûr. Oui. Alain, tu voulais dire un mot ? Oui, je crois qu'il faut rappeler que c'est grâce à Michel Rivasi que nous avons su que le nuage radioactif venant de Tchernobyl ne s'était pas arrêté à la frontière. Contrairement à ce que disaient trois ministres, je me souviens de Carignon, ministre des Transports, Barzac, ministre de la Santé, Pasqua, ministre de l'Intérieur, qui disaient que, conformément à ce qu'avait dit le professeur Pellerin, le nuage s'était arrêté à la frontière, et c'est grâce à Michel Rivasi, auquel on a opposé un argument. On lui a dit comment savez-vous que le césium 134-137 et l'iode 131 que vous avez trouvé sur les sols n'étaient pas présents avant l'accident. Et il a fallu que Michel fasse l'examen des niveaux des pluies sur le territoire pour prouver qu'il y avait une corrélation totale entre le niveau des pluies des 5 jours qui ont suivi Tchernobyl et le niveau de contamination de ces 3 radionucléides qui étaient la signature de Tchernobyl. Donc merci Michel. Écoutez, ça a été un travail de longue haleine, parce que franchement, à cette époque, quand je me souviens en 86, les attaques qu'on avait à la fois du gouvernement, vous citiez Madame Barzac, c'était incroyable en tant que ministre de la Santé. Et puis, bien sûr, tous les gens du nucléaire, parce qu'à l'époque, Pellerin, là, qui était responsable du SCPRI, l'équivalent maintenant, c'est un peu l'IRSN, avait le monopole de l'information, c'est-à-dire que les gens d'EDF ou les gens du CEA ou à l'époque c'était la COGEMA, ne pouvaient pas sortir l'information tant qu'ils n'avaient pas le feu vert de Pellerin. Et on a fait sauter ce couvercle parce qu'on avait des mesures. On n'aurait pas eu des mesures, vous voyez, on n'aurait jamais pu savoir exactement ce qui s'était passé. Alors d'un autre côté, on a l'autorité l'autorité de sécurité nucléaire qui aujourd'hui... Alors maintenant, il y a l'ASN, oui. Mais à l'époque, ça n'existait pas. Oui, sa création est récente et je crois qu'ils sont très très durs. Ils ont contribué notamment à l'arrêt de beaucoup de centrales en 2010 pour des questions de sûreté, parce que là, à la limite, la marmite d'eau s'est retournée et après Fukushima, le gouvernement a demandé beaucoup d'études de sûreté et je crois qu'ils ont été très durs. Ils en ont arrêté beaucoup, je crois, c'est ça. Mais c'est-à-dire que suite à Fukushima, effectivement, ils ont revu les normes de sûreté. Parce que c'était pas le problème du tsunami, mais c'est le problème que si jamais il y avait une rupture, par exemple, de barrage ou de digue, vous voyez, à proximité de nos centrales, on pouvait avoir le même phénomène qu'à Fukushima. C'est-à-dire que les pompes qui permettent de refroidir le cœur, elles peuvent être sous les eaux, il peut y avoir rupture au niveau de l'électricité et on se retrouve dans la même configuration. Donc ils ont complètement revu, et alors ça c'est un peu sur le plan européen qu'ils l'ont fait. La France, elle était vraiment pas d'accord que l'Europe s'occupe un peu de revoir les normes de sûreté des centrales, mais l'Europe leur a fait comprendre
que si on n'augmentait pas la sûreté et que un autre accident puisse se passer, c'en était fini du nucléaire. D'ailleurs, une des preuves, c'est que Mme Merkel, suite à Fukushima, a décidé d'arrêter le nucléaire en Allemagne. Parce qu'elle s'est dit, avec la technologie qu'avaient les Japonais, qu'il y a un accident aussi grave au Japon, moi, en tant que politique, je ne veux pas prendre cette responsabilité. Et bien sûr. Donc, il faut arrêter le nucléaire. Alors, vous avez vu la France, comment elle a réagi, ils étaient fous furieux, hein. Ben, bien sûr, mais vous avez vu qu'aujourd'hui, il y a une commission d'enquête sur la perte de souveraineté sur le plan énergétique depuis octobre. Tous les anciens dirigeants d'EDF Areva passent à la moulinette de l'Assemblée nationale, de cette commission. Et en fait, tout ressort aujourd'hui dans cette commission d'enquête. Hein, c'est important. Par contre, j'avais une question à vous poser, question financière, parce que si on analyse, alors excusez-moi, très froidement et cyniquement la situation, je crois que l'IRSN a chiffré le montant d'un incident nucléaire. Ils ont dit 5 000 milliards d'euros pour le coût d'un incident si on compte tout. Du coup, avant Tchernobyl, je crois que les statistiques étaient d'un incident tous les 1000 ans ou tous les 500 ans. Quand Fukushima est arrivé, ça ramène la statistique à une fois tous les 25 ans. Et très bêtement, ça veut dire qu'il faudrait budgéter en provision 40 milliards d'euros par an en prévision d'un nouvel incident. Est-ce que ce raisonnement est tenu au niveau de l'Europe ou est-ce que c'est un autre raisonnement qui est tenu ? Écoutez, c'est un autre raisonnement qui est tenu. Oui. D'ailleurs, c'est un peu contradictoire parce que à l'ASN, ils disent maintenant, ils ne disent plus l'accident est impossible. Ils disent on s'attend à un accident. Et comme la France est un des pays qui est le plus nucléarisé en Europe et dans le monde, hein, par rapport à sa population, c'est sûr qu'il y a de grosses chances que ça se passe en France. Bon, ça c'est un premier discours. Le deuxième discours, c'est que le nucléaire est pratiquement pas assuré en cas d'accident. Vous voyez, je crois que l'assurance est de l'ordre de 700 millions d'euros. Mais c'est 3 fois rien. Oui. Et on a un déficit énorme, vous voyez, pour prendre en compte un accident qui avait été effectivement évalué par l'IRSN. Oui. Et après, ils ont revu la copie de l'IRSN parce que c'était énorme. C'est ça, ça a baissé après, je crois. Oui, ça a baissé parce que, si vous voulez, c'était pas tenable. Mais ils en sont pas, et d'ailleurs, comme je vois, moi, tous ces élus là qui veulent absolument relancer le nucléaire, oui. Mais lorsqu'on leur a dit, c'est quoi les conditions si jamais il y a un accident, comment on s'y prend, ils veulent pas parler de ça. Oui, c'est un sujet. Et donc, il n'y a pas de prise en compte, si vous voulez, d'une assurance. Alors, ça avait été lancé sur le plan européen, et puis la France, elle a dit non, on s'arrête. Il est hors de question qu'on pense à assurer le nucléaire, parce que c'est des sommes gigantesques. Oui, c'est ce qu'on appelle... Déjà, qui peuvent même pas financer le démantèlement, déjà qui peuvent même pas financer ce qu'on appelle le carénage, c'est-à-dire tenir compte de ce qui s'est passé à Fukushima pour remettre la sûreté, vous voyez, à un autre niveau de garantie. Vous savez que le sujet, c'est pas l'assurance en cas d'accident nucléaire. Hein. Je comprends. Alain, tu voulais intervenir, oui. Oui. En cas d'accident nucléaire, il faut se souvenir que 2 des piliers économiques de la France sont très clairement le tourisme. On entend souvent dire que la France est la première destination touristique au monde. Oui. Et puis enfin l'agriculture. C'est certain qu'on aura beaucoup moins de touristes s'il y a un accident nucléaire et qu'on ne va pas faire ses courses avec un compteur Gégère pour savoir quelle est la radioactivité des fruits et légumes qu'on achète ou de la viande. Mais il y aura donc des coûts dérivés qui seront excessivement importants et qui vont dépasser la réparation des dégâts. Mais ce sera un coût incommensurable. Ben oui. Vous voyez, moi je suis très surprise que dans ce débat sur le nucléaire, personne ne parle des risques. L'analyse de risque, oui. Dans la vallée du Rhône, il y a un accident nucléaire, que ce soit la vieille centrale de Tricastin, que ce soit Saint-Alban, que ce soit le budget, etc. Mais comme vous l'avez dit, les zones agricoles vont être complètement contaminées. Moi, je suis allée plusieurs fois à Fukushima. Et vous voyez quand je voyais tous ces agriculteurs qui devaient partir, qui devaient tuer leur bétail, tout ça, c'était
dramatique. Oui. On peut parler des pêcheurs, ils ont eu une Michel, contamination, aussi. surtout en césium-137. On peut parler aussi des pêcheurs, parce que Et il y a eu les pêcheurs, oui, tout à fait. Les eaux contaminées ont été rejetées et continuent à être rejetées de manière massive, et les pêcheurs pêchent du poisson radioactif. Bien sûr. Et en plus, en ce moment, on a un gros scandale, là, c'est que comme ils récupèrent l'eau, vous savez, ils sont toujours en train de refroidir les cœurs des réacteurs, eh bien, c'est récupéré dans des réservoirs et c'est bourré de tritium. Mais il n'y a pas que du tritium. Moi, je leur ai demandé qu'ils me donnent la spectro de tout ce qu'il y a comme radioéléments dans ces réservoirs. Et ils veulent tout relâcher dans le Pacifique. Ah oui, Et donc, il y a plein de pays qui s'opposent complètement parce qu'ils savent que, vous voyez, les poissons, ça migre. Hein. Oui. Donc, si on relâche, mais c'est des centaines et des milliers de mètres cubes qu'ils veulent relâcher de ces réservoirs qui sont pleins et qui sont en train d'envahir complètement tout le site de Fukushima. Ben, vous voyez que ça, c'est ingérable, en fait, une catastrophe nucléaire. C'est ingérable. Et un pays comme la France, où le tourisme serait complètement banni, où l'agriculture serait touchée, où il y aurait une méfiance énorme de tous les produits qui viendraient de la France, vous voyez bien que c'est ingérable. C'est pour ça que je ne comprends pas qu'on ne mette pas en avant, vous voyez, même si la probabilité, j'espère qu'elle est faible, avec toutes les mesures de sûreté qui sont prises, mais il y a toujours un risque. Et le risque se traduit par une provision pour risque en termes de comptable. Et c'est dans les entreprises, quand il y a une entreprise qui pollue beaucoup, il y a des provisions de risques technologiques aussi. Et là, c'est vrai qu'on ne les voit pas forcément apparaître. C'est ce que vous dites. Oui, c'est un déni. Oui, c'est le déni de l'accident, même si l'autorité de sûreté nucléaire dit un accident est possible. En plus, avec le vieillissement de nos centrales, vous voyez, c'est pas seulement que le cœur, mais il y a toutes les canalisations qui vieillissent. Il y a de plus en plus d'incidents et souvent, plus les incidents augmentent, plus un accident peut arriver. Bien sûr. Au départ, elles étaient prévues pour 30 ans. Elles étaient prévues pour 30 ans au départ, elles ont toutes plus de 40 ans aujourd'hui et on entend les faire durer au-delà. Ouais. Oui, ils veulent les faire durer 50 ans, 60 ans. Mais la cuve du réacteur, on ne pourra jamais la changer. Oui. Et en plus, avec les malfaçons qu'il y a eu, vous voyez, moi j'étais très surprise de la commission d'enquête qu'il y a eu au Sénat. Ils avaient auditionné Proglio, qui avait été président d'EDF, Lévy, etc. Mais comment ils expliquent qu'il y a eu autant d'anomalies, par exemple, sur les cuves de réacteurs? Comment ils expliquent que pour Flamanville, il y a eu autant d'anomalies, que ce soit sur le couvercle ou même la cuve? Vous voyez, mais ces gens-là, ils se posent aucune question. Ils ont été présidents d'EDF, ou même président, Madame Lauvergeon, là, qui était président d'Areva à l'époque, mais personne ne leur pose des questions sur leur responsabilité, vous voyez, sur les dysfonctionnements qu'il y a eu, soit à l'usine du Creusot, ou soit au sein même de leur centrale. Alors là, il y a quand même quelques éléments de réponse qui ont été évoqués lors de cette commission. Alors, je ne sais pas si c'est Proglio qui l'a dit, mais plusieurs personnes l'ont dit. C'est qu'il y a eu, à partir de 2010, où la décision a été prise de diminuer le parc nucléaire, bien sûr, EDF a réduit sa voilure et il y a eu une perte de compétences considérable à l'intérieur du groupe et dans le ministère concerné. Et donc, à partir de là, effectivement, s'il y a une perte de compétences, la qualité s'en ressent et donc tout s'ensuit. Je crois que c'est un problème qui est connu, celui-là. Alain. C'est vrai, mais au Creusot, à l'usine du Creusot, si vous voulez, les dysfonctionnements datent de bien avant. Bien avant. Ouais. Il n'y a pas que depuis 2010, parce qu'il y a des cuves qui n'étaient pas du tout conformes. Ça fait rien. Ils ont trafiqué, vous voyez, les soudures, ils ont trafiqué énormément d'éléments. Et c'est grâce à des lanceurs d'alerte qu'on l'a su. Mais sinon, ça n'a pas été ni les autorités de sûreté, ni bien sûr les gens qui étaient à la tête de ces boîtes et qui l'ont indiqué. C'est pour ça que c'est facile maintenant de dire on a perdu les compétences, etc. Oui. Mais ça datait de bien avant qu'il y a eu des dysfonctionnements. C'est bien antérieur. Alain, tu voulais dire un mot ? Oui, j'ai une suggestion à faire. Si on démantèle les centrales, ça revient à exposer les travailleurs à la radioactivité. C'est un coût exorbitant, plus de 10 milliards d'euros par démantèlement.
et on ne saura pas où mettre les déchets. Alors moi j'ai une proposition à faire. Plutôt que de démanteler les centrales, ce qui est sans retour économique, je pense qu'il vaudrait mieux les laisser et les convertir. Parce que, par exemple, en Islande, j'ai visité 2 centrales. Ils m'ont dit qu'en forant, ils avaient l'impression que le trépan tournait dans le vide à 2 km, mais nous on s'est foré à 12 km. Total s'est foré à 12 km de profondeur. Or, l'écorce terrestre est fine. C'est 0,6% du rayon de la Terre et on est certain de trouver les plus de 300 degrés nécessaires à faire bouillir l'eau pour que la pression de vapeur soit suffisante pour faire fonctionner des alternateurs qui existent déjà dans les centrales. Donc je pense que même si la productivité des centrales géothermie profonde n'est pas tout à fait aussi bonne que celle des centrales nucléaires, c'est complètement faisable puisque toutes les centrales sont au bord des fleuves. On peut aller chercher l'eau en profondeur et prenons l'exemple de l'Aquitaine. L'eau est à 64 degrés à Dax. Il y a d'autres régions à Chaudzeg où elle est à 82 degrés. Il n'y a pas besoin d'aller très très profond pour avoir les 300 degrés nécessaires. Et donc, non pas démanteler les centrales, mais les convertir en géothermie profonde. Très bien, Alain, très bien. C'est une idée. Le tout, c'est que quand même, on aura un problème avec les réacteurs. Hein. Oui. Il va falloir bétonner les réacteurs, sortir bien sûr le combustible usé, bétonner les réacteurs, enlever tous les bâtiments où il y a quand même de la radioactivité, parce que vous parliez de la radioprotection au niveau des travailleurs. Ça, c'est sûr qu'il ne faut pas les mettre, en face de risques. Mais après tout, utiliser les turbines, alternateurs. Mais vous voyez, il va falloir aussi changer les générateurs de vapeur parce que ça, c'est hyper irradiant. Hein. C'est très contaminé. Donc, il faut regarder ça de près. Mais moi, je trouve qu'on n'a pas assez exploité la géothermie profonde, comme vous dites. Parce que c'est quelque chose qui commence à être exploité. Moi, j'en ai vu des exemples en Alsace et ça marche très bien. Oui. Le tout, c'est qu'il faut trouver suffisamment d'eau, vous voyez, à une certaine profondeur, avec une température voisine de 200 à 300 degrés, et puis effectivement faire de l'électricité avec ça. Hein. Après, on peut prendre l'eau des fleuves, l'injecter en profondeur et la faire remonter. Oui, ça veut dire faire des... En circuit fermé. Oui, en circuit fermé. Ça, il faudra faire de la fracturation à un moment. C'est pas simple, mais c'est une idée. Justement. La fracturation hydraulique, c'est forer à 2000 mètres de profondeur et ensuite à l'horizontale pour faire éclater la roche, etc. C'est pas du tout ce dont on parle. Nous, on parle d'un forage vertical, point barre. Donc, il n'est pas question de désorganiser les sols et de polluer les nappes phréatiques. Oui, mais si vous voulez injecter de l'eau pour la récupérer, il va bien falloir faire un circuit quand même. Non, mais on peut prendre de l'eau qu'on injecte dans des tuyaux qui descend en profondeur, récupérer la chaleur pour la remonter. Oui. Alors c'est une possibilité. Mais pour revenir à l'analyse de risque, parce que je crois que tout est là. En fait, vous l'avez dit très justement, on n'a pas eu d'analyse de risque, où elle n'existe pas, où il y a un déni. C'est fort possible. Mais peut-être elle a été quand même faite en analyse comparative, c'est-à-dire peut-être au niveau du gouvernement de l'État français ou même peut-être ça a été fait au niveau de l'Europe, vous allez nous le dire. Peut-être qu'il a fallu commencer par une analyse comparative en disant qu'est-ce qui est le plus urgent d'arrêter. Et bon, je ne suis pas spécialement pro-Macron, mais à un moment donné, il a dit la plus grande urgence, c'est l'énergie fossile et on verra pour la suite pour le nucléaire. On ne peut pas tout faire en même temps. Le discours, ce que je dis est le reflet, je crois, de sa pensée. C'est pas ce que je pense personnellement, mais il présente quelque chose qui n'est pas déraisonnable en disant je commence par arrêter tout le fossile et petit à petit je mets en place les énergies vertes et ensuite le nucléaire plus tard. Qu'est-ce que vous en pensez de cette analyse ? Mais il dit pas ça. Hein. Allez-y, rectifiez. On arrête les fossiles. Oui. Et il y a 2 solutions, c'est développer les énergies renouvelables et le nucléaire. Oui. Parce que le problème du nucléaire, c'est qu'il est très lent. Vous voyez, pour construire une centrale, il faut à peu près 15 ans. Mmh. Si tout marche bien, parce que vous voyez, Flamanville, on a des gros soucis avec l'EPR. Donc, d'abord, il nous parle de l'EPR2, mais il n'y a toujours pas les plans. Oui. Vous voyez, il n'y a pas le design au niveau de l'EPR2. On ne sait pas exactement ce que ça va être et comment vont être les réacteurs, puisqu'on s'aperçoit que la cuve des EPR, est certainement trop grande
Et il y a des flux qui se font, et on le retrouve notamment à Taishan, en Chine, et on s'aperçoit que ça, vous voyez, ces flux d'eau qu'il y a à l'intérieur du cœur, eh bien, entraînent des modifications et des perturbations au niveau des gaines de combustible. Et ça explique pourquoi il y a d'ailleurs, il y a une pression qui augmente parce qu'il y a beaucoup de gaz radioactifs qui s'échappent. Donc, bon, déjà, moi, je veux savoir ce que c'est que cette EPR2. Et ensuite, quand il nous parle de la construction de 6 EPR2, ça sera jamais opérationnel avant 2040. Donc, il faut, mais dardard, construire des énergies renouvelables parce que ça se construit relativement vite par rapport au nucléaire. Donc, j'ai l'impression que les gens ne se rendent pas compte des délais pour construire des EPR qui demandent aussi beaucoup d'eau pour refroidir. Et quand on voit les études sur le débit des fleuves, que ce soit du Rhône, de la Garonne, de la Loire et autres, eh bien, il va manquer d'eau. Et vous voyez, il y aura une guerre de l'eau entre les centrales nucléaires et puis l'agriculture et puis surtout l'approvisionnement au niveau des gens. Certes. Donc, ça va être un vrai problème, l'eau. Hein. Alors, j'avais une question. Vous avez une vision d'ensemble sur ce qui se fait au niveau européen, et notamment France-Allemagne. J'ai été surpris de voir, à notre niveau, que les efforts de l'Allemagne en matière de l'énergie solaire étaient considérables. Je crois que, d'après ce que j'ai lu récemment, les installations solaires en Allemagne ont dépassé en puissance le niveau du charbon. Et ils ont fait des installations géantes en Allemagne. Et il est curieux de constater qu'il semblerait qu'on n'ait pas fait chez nous la même chose. Comme vous avez dit, on a choisi de consolider peut-être le nucléaire, et puis les énergies nouvelles, elles ont beaucoup de mal à s'épanouir en quelque sorte. C'est dommage parce que c'est créateur d'emplois, beaucoup plus que le nucléaire. Oui, mais ma question, est-ce que vous confirmez ce fait que les Allemands ont fait plus d'efforts et que nous... Oui, depuis c'est... Il y a toujours eu le développement des énergies renouvelables, et puis après Fukushima, ça s'est beaucoup développé, à un point que, en plus, il y a moins de soleil en Allemagne que ce qu'on pourrait trouver en France. Oui. Nous, en France, regardez, même l'éolien offshore, on a mis un temps fou pour qu'il y ait une éolienne offshore qui fonctionne. Et donc, si vous voulez, à un moment, c'est une concurrence au niveau des coûts. Si le nucléaire coûte très très cher, et même on voit que l'électricité, le mégawattheure nucléaire, mais c'est le double maintenant de ce qu'on peut obtenir avec le solaire ou l'éolien. Donc les Allemands, ils ont choisi ça. Ils ont décidé de fermer leur centrale à charbon en 2030 parce que ils estiment ils vont passer à 100% d'énergie renouvelable, vous voyez, d'ici 2040. Nous, on n'a pas ces objectifs-là. Non, ce n'est pas les mêmes objectifs, tout à fait. Ouais. Oui. Et on s'est posé la question, mais pourquoi ? Ça veut dire qu'il y a une différence considérable entre la politique énergétique française et allemande. C'est ce que vous dites, finalement. C'est parce que c'est le problème des lobbies. Le lobby nucléaire, il est très puissant en France. Vous voyez, il est au niveau de l'Élysée. C'est même pas le ministre de l'Industrie qui décide quoi que ce soit sur le nucléaire. Donc, il y a un lien aussi avec le militaire en France. Donc, les Français veulent pas perdre ce qui a fait leur spécificité concernant le nucléaire. Vous voyez, ils veulent pas revenir en arrière. Ce qu'il faut dire aussi, Michel, c'est que l'AIEA, c'est-à-dire l'Agence internationale pour l'énergie atomique, a pour mission de promouvoir le nucléaire et non pas de le freiner ou de l'arrêter. Oui, tout à fait. L'AIEA est là pour promouvoir le nucléaire civil. Oui. Le civil, bien sûr. Et donc, mais enfin, vous savez, en Europe, maintenant, il y a de plus en plus de pays qui s'opposent à la position française, et notamment en Allemagne. Quand on a vu qu'au niveau de la taxonomie, c'est-à-dire les critères qui permettent de dire si on est dans le cadre d'une énergie verte ou pas, eh bien, c'est carrément notre président de la République, M. Macron, qui a voulu que le nucléaire et le gaz, pour faire plaisir aux Allemands, fassent partie de ce qu'on appelle la taxonomie verte, c'est-à-dire les critères qui vont permettre aux investisseurs, vous
voyez, de donner de l'argent pour le nucléaire et le gaz. Bon, là-dessus, après, il y a eu la guerre en Ukraine. Voilà. Et donc, le gaz, vous voyez que les Allemands étaient très, très dépendants du gaz russe. Et voilà, on y arrive. Oui. Et le nucléaire, maintenant, les Allemands, ils sont pas d'accord pour que le nucléaire fasse partie des énergies vertes. Alors, maintenant, ils parlent d'énergie de transition. De transition, c'est ça. Mais alors, à l'origine de ça, à l'origine de ce problème, il y a quand même une controverse. Alors, j'y adhère pas, forcément, mais il y a une controverse qui existe. C'est quelques échos que j'ai eus de quelques dirigeants à Paris qui disent, voilà, depuis 30-40 ans, oui, depuis, on va dire, le milieu des années 80, la Russie cherche à exporter son gaz. Et le fait très bien. Il l'a très bien fait partout, et notamment en France et en Allemagne. Et je crois 10 fois plus en Allemagne qu'en France en proportion. Bon. Du coup, si on raisonne en intérêt économique, la Russie aurait eu intérêt, économiquement parlant, à vendre son gaz partout dans le monde et à le faire passer devant le choix du nucléaire, et notamment le nucléaire français, qui quand même arrose aussi en Angleterre et qui arrosait également en Allemagne au niveau énergétique. Donc les Allemands auraient été très influencés par la Russie pour déclarer le nucléaire comme énergie non recevable, quoi. Et que, voilà, donc il y aurait eu une partie, excusez-moi, c'est une controverse qui existe, mais il faut la citer parce qu'on ne sait pas, une hypothèse, on va dire, une hypothèse de travail qui consiste à dire la Russie, pendant longtemps, aurait eu intérêt à ce que... à vendre son gaz avant tout et que le nucléaire fasse partie des énergies en voie de disparition. Il y a une autre controverse qui est à l'opposé, c'est de dire que le GIEC a été infiltré par les lobbies à la suite de la décision de l'Allemagne de revenir au charbon pour dire que finalement l'électricité nucléaire est la seule qui soit verte puisqu'elle ne génère pas de carbone. Et je me souviens, il y a une quinzaine d'années, d'avoir vu à la télévision une publicité d'EDF sur fond de forêt verte où je lisais... l'électricité d'origine nucléaire est la seule qui ne pollue pas, alors qu'on ne savait pas quoi faire des déchets, on ne sait d'ailleurs toujours pas, et que la radioactivité des déchets est quasiment éternelle. Oui, on voit qu'il y a des influences économiques sous-jacentes qui sont très profondes, en Russie ou aux États-Unis ou chez nous, et qu'elles prennent le dessus sur la vérité. En fait, c'est ça, je crois. En fait, le réchauffement planétaire est dû, pour l'essentiel, à l'évaporation de l'eau des océans. Des thèses ont été faites, notamment dans les pays nordiques, qui prouvent que l'évaporation des océans est fonction des cycles solaires et des éruptions volcaniques. Or, 60% de l'effet de serre sur Terre est dû à l'évaporation des océans. Donc, je crois qu'on a exagéré, je ne serais pas étonné qu'on ait exagéré la part du carbone avec des arrière-pensées économiques. Oui, bon, mais c'est sûr qu'il y a des choses qui ne sont pas très claires. Mais enfin, quand on revient sur l'Allemagne, Madame Merkel, en fait, elle avait des liens très étroits avec Poutine, parce que le gaz qui venait de Russie, était un gaz qui était peu cher. Oui. Et donc, ça a participé au développement économique de l'Allemagne. Oui, bien sûr. Et je me souviens que les Verts allemands étaient assez furieux de voir l'importance que prend le gaz, voyez, dans les sources d'énergie allemandes. Bien sûr. Et maintenant, lorsqu'il a fallu diminuer à la fois par rapport au climat, mais aussi de la dépendance de la Russie, c'est vrai qu'ils ont continué à faire tourner leurs centrales au charbon, mais ils ont un matelas, si vous voulez, d'énergie renouvelable très important, beaucoup plus important que ce que nous, on a en France. Oui. En tout cas, moi, ce que je voudrais dire aux jeunes, vous voyez, qui sont vraiment très mobilisés par rapport au réchauffement climatique, il ne faut pas qu'ils se fassent avoir en disant on va répondre au réchauffement climatique en augmentant la part du nucléaire, parce que la part du nucléaire en France, quand on voit ce qui se passe au niveau mondial, c'est très faible. Et il faudrait, si on veut jouer au moins sur 10%, mais développer X centrales tous les jours dans énormément de pays dans le monde. Et tout à l'heure, on parlait des risques. Je ne sais pas si vous voyez, mais développer le nucléaire en Afrique, développer le nucléaire dans plein de pays, eh bien, on n'aura pas les garanties de sûreté qu'on peut avoir quand même dans certains pays développés. Donc je trouve que c'est vraiment tromper les gens
de penser que le nucléaire, via certains scénarios du GIEC d'ailleurs, que ça soit la solution. Bien sûr. Donc pour résumer votre pensée, Michel, c'est ce que vous dites, c'est que finalement le risque est largement sous-évalué et il y a même un déni du risque. Et en fait, il faudrait faire une évaluation économique très fine et précise pour traiter ce risque de façon rationnelle. En fait, tout à fait. Plus le fait qu'on ne sait toujours pas gérer les déchets radioactifs. Oui, vous voyez, on ne peut pas développer une entreprise qui fabrique quoi que ce soit si on n'est pas capable de gérer ces déchets. Et le problème des déchets radioactifs, vous voyez, de vouloir les enfouir à Bure ou dans d'autres sites en Europe, c'est pas viable parce qu'il y a un gros risque d'explosion au niveau de l'hydrogène dans les fûts de déchets. Moi, je suis allée à peu près dans tous les sites dans le monde, et notamment aux États-Unis. On nous disait que le site, que ce soit Yucca Mountain ou surtout le WIP, qui était géré par les militaires, c'était incroyable. Ils faisaient la radiographie de tous les fûts, etc. Eh ben, au bout de 10 ans, il y a eu un incendie et c'est plus personne peut y aller. Donc, moi, je ne peux pas concevoir, vous voyez, une énergie comme ça où il y a plein de choses qu'on n'est pas capable de gérer. Je comprends. En fait, vous dites que l'analyse de risque devrait montrer, avec ce que vous dites, que les coûts sont exorbitants à terme. C'est ce que vous êtes en train de dire. Ouais. Voilà. Exactement. Mais ça, vous savez, moi, je vous suggère, ça, à mon petit niveau, c'est une idée que j'aimais. Faites une analyse de risque complète ou demandez-la et faites-la sortir dans la presse. Ouais. Parce que ça sera très rationnel. C'est-à-dire le montant estimé en giga-euros. On en a parlé tout à l'heure de 5 000 milliards d'euros. Peut-être effectivement, après on peut discuter sur les chiffres, mais il faudrait une évaluation, une probabilité précise, et puis combien il faudrait budgéter pour traiter le risque dans ces conditions. Et à ce moment-là, une fois que la provision pour risque elle apparaît, eh bien, le bénéfice il est décoté d'autant. Donc le prix final de l'énergie est remonté d'autant. Et là, on y verra plus clair, je pense. Mais oui, c'est vrai que c'est une vision très rationnelle des choses, mais le nucléaire est irrationnel. Le problème, c'est ça. C'est que, vous voyez, quand on touche au nucléaire, moi je le vois bien avec les élus d'ici, de la Drôme et de l'Ardèche. En fait, ils veulent pas savoir. Et ils ont des centrales, ils veulent d'autres EPR, parce que pour eux, c'est... on leur vend comme si c'était l'avenir, comme si c'était une énergie décarbonée. Vous voyez, ils sont monomaniaques, en fait. Ils veulent pas voir les autres risques. Vous avez beau leur dire le coût, les risques, le fait que c'est trop long à construire par rapport aux objectifs qu'on s'est fixés pour 2040, 2050, eh ben, ils veulent pas. Mais vous savez, voyez, c'est l'image du singe là qui se bouche les oreilles, qui se cache les yeux et qui ferme la bouche. Oui. Ils veulent pas savoir. Il faut reconnaître qu'il y a peu de scientifiques parmi les hommes politiques. Le pourcentage est faible. Oui, donc, sauf si. Oui, mais même il y aurait des scientifiques à partir du moment où le nucléaire s'est infiltré, voyez, au plus haut niveau de l'État et que on dispose de la bombe nucléaire. Et des liens qu'il y a, ben c'est très compliqué. Regardez, on donne les sanctions par rapport à la Russie et on omet de mettre le nucléaire dans les sanctions. Or, on a vu que Rosatom, qui a été créé par Poutine, qui est une industrie nucléaire énorme en Russie, eh bien, nous livre de l'uranium enrichi. Oui, pourquoi il n'y a pas de sanction là-dessus? Non, ça a été annoncé, je crois que vous avez tout à fait raison de le dire. Ça a été affiché dans la presse très récemment. 40% de l'uranium qu'on utilise pour nos centrales vient de Russie. Et on continue. Et on continue. Oui. Et on enrichit Rosatom et on enrichit, si vous voulez, Poutine par rapport à sa guerre. Oui, mais madame... Donc, vous voyez que le nucléaire, il est toujours à part. Oui, mais il est à part, mais le pétrole on se rend compte que l'industrie pétrolière va raisonner de la même façon, le gazier aussi. En fait, c'est des raisonnements sur le plan économique qui amènent à la situation où on est. On n'est pas dans la préservation des intérêts, je dirais, de santé, de la sécurité des populations. On est dans une analyse économique pure.
Exactement. Et On met l'économie avant la santé, avant même l'intérêt c'est ça. général. Mais si, L'économie à court terme. voilà. Mais si, dans l'analyse de risque, le coût réel des incidents était pris en compte, je pense que les choses pourraient évoluer. Mais ça passe C'est le par manque à gagner avec le tourisme et l'agriculture. Alors ça m'amène à passer au deuxième sujet, parce que l'heure tourne, on a déjà parlé beaucoup, mais je vous fais part de cet élément que j'avais reçu un jour. On va arriver à aborder les aspects des ondes électromagnétiques dans la vie quotidienne. Mais pour faire cet intermédiaire et ce passage, je voudrais vous citer que je crois que la Lloyds a budgété des centaines de milliards de pounds en prévision, justement, de provision de risque du téléphone mobile. C'est une des rares compagnies de réassurance qui a budgété effectivement une provision de risque, mais considérable, qui est, je crois, du même niveau que celle de l'amiante. Voilà. Alors, pour aborder la deuxième partie, j'ai l'impression que tout ce qui est de l'analyse des problèmes des ondes dans la vie quotidienne, eh bien, on va retrouver la même problématique que la radioactivité, etc. Et on se posait notamment une question importante, puisque dans le domaine justement de l'électromagnétisme dans la maison, il y a le mobile. Et là aussi, on s'est posé la question, mais pourquoi les normes de téléphone mobile, qui sont décidées, je crois, au niveau européen, sont de 2 watts, alors qu'il semblerait qu'on puisse faire 10 fois mieux et que ce n'est pas fait. Alors là, ça rejoint le premier sujet sur le plan politique. On va peut-être arriver à la conclusion que finalement, l'économie prime surtout. Mais est-ce que vous pouvez nous dire un mot là-dessus et réagir sur ce sujet qui nous préoccupe, hein? Je ne vous cache pas qu'on est très préoccupés. Mais vous avez raison. Mais il faut savoir qui établit ces normes. En fait, c'est l'ICNIRP. Vous voyez, l'ICNIRP, c'est un institut international sur la protection contre les rayonnements non ionisants. Et moi, j'avais demandé de faire une enquête là-dessus. Et d'abord, c'est un organisme qui se dit indépendant, mais quand on regarde ses membres, ben, c'est souvent des membres qui ont un lien avec les opérateurs de téléphonie mobile. Oh là là. Et oui, et donc, ils ont établi des normes, mais qui sont à des niveaux incroyables. C'est comme si on vous permet de rouler à 600 km/h sur l'autoroute. C'est pas possible. Mais voilà, mais c'est... Oui, alors, et l'ICNIRP, ben, c'est eux qui ont établi ces niveaux. Et d'ailleurs, souvent, ils ne considèrent que les effets thermiques liés à l'utilisation du portable et pas les effets athermiques. Oui. C'est-à-dire qu'on sait que les rayonnements, vous voyez, peuvent avoir des répercussions sur les synapses, sur le système hormonal et sur le système de régulation de l'organisme. Eh ben, ils n'en tiennent pas compte. Et en plus, ils ne regardent que les conséquences sur les humains et pas du tout sur l'environnement, les animaux, les plantes. Or, la plupart des études qui sont faites, alors ça on le voit par rapport à l'ICNIRP, qui est le Centre international de recherche sur le cancer, eux, quand ils établissent qu'un rayonnement ou une substance chimique, elle est cancérogène, etc., ils regardent sur les animaux. Ils vont pas s'amuser à irradier les gens pour savoir les conséquences. Eh ben, c'est pas fait dans le cas de l'ICNIRP. Donc, nous, on a remis complètement en question cette soi-disant indépendance, alors que c'est des gens qui sont jugés partis, et donc ils ont établi des normes très hautes. Et comme vous le dites, quand on va en Russie, ben, les normes sont beaucoup plus basses. En Russie ? Oui. Ils sont beaucoup plus précautionneux sur la santé au niveau des ondes électromagnétiques que ce qu'on a, nous, sur le plan international, et qui était repris au niveau de l'Europe. Mais c'est incroyable, c'est ce que vous dites, et on n'a pas eu cette information. Moi, je ne savais pas. Vous dites que les normes de téléphone en Russie sont beaucoup plus sévères que chez nous. C'est ça ? Oui, tout à fait. Ah, mais ça, c'est... Oui, alors là... Et est-ce que vous savez à quel niveau elles sont ? Écoutez, il me semble que c'est de l'ordre de même pas 1 watt par kilo. Ah oui, donc c'est alors que c'est 1,6 aux États-Unis et c'est 2 en France. Voilà. Ouais. Donc c'est 2 fois moins que chez nous en tolérance. Donc ça veut dire qu'ils sont arrivés à ces seuils en Russie.
Très pour intéressant. ce qui est du champ électrique des hyperfréquences émises par les téléphones mobiles en France, la norme autorise jusqu'à 61 volts par mètre. Or, il se trouve qu'à Salzbourg, en Autriche, basée sur les études allemandes, la norme stipule 0,6 et non pas 61 il y a des différences volts par de mètre. Oui, mais La différence, c'est de 1 à 100. 61 volts par mètre, mais c'est rouler à 600 km/h sur autoroute. Ah ouais, c'est c'est ça. énorme, énorme. Là, à la limite, on recevrait ça, on serait grillé sur place. Oui, Ça n'a plus de sens. ça n'a plus de sens. Et les mesures sont faites sur 24 heures en plus, Oui. et non pas dans la durée. De toute façon, on peut, je pense que vous l'avez observé dans la vie civile, on observe des changements de comportement radicaux depuis une vingtaine d'années. Et une des causes, c'est l'emploi du téléphone. Mais on ne peut pas nier son apport, mais sur le plan des normes électromagnétiques, il est vrai que, bon, moi j'ai mon expérience dans le domaine électromagnétique pendant 15 ans et je suis également effaré. On roule à 600 km/h sur l'autoroute, c'est tout à fait vrai. Et alors, qui pourrait changer cela à Bruxelles? Parce que ce que vous me dites, je sais, peut-être vous avez entendu les controverses de François Asselineau. Il dit la même chose. À Bruxelles, il y a des commissions où les personnes qui agissent dans ce qu'il appelle les think tanks, etc., sont des membres des conseils d'administration de grandes compagnies. Alors, et c'est bien là le problème, alors c'est ce que vous dites. C'est-à-dire que... oui, mais vous savez, moi c'est mon 3e mandat à l'Europe et je m'aperçois que plus ça va, plus les lobbies sont infiltrés maintenant au niveau de la Commission. Ah oui, ça c'est très grave. Et ça nous dépasse parce que sur les ondes, quand on a vu à quelle rapidité on a voulu développer la 5G, ça n'a jamais été décidé au niveau des députés européens. Ça a été une décision de la Commission européenne de mettre 500 millions d'euros pour aider les compagnies européennes à développer la 5G et sans étude d'impact à la fois sanitaire et environnementale. Il n'y a pas eu d'étude d'impact. Ah, mais c'est fou. Il a fallu que moi je saisisse ce qu'on appelle le STOA, c'est-à-dire c'est une structure qui réunit des députés sur les enjeux à la fois technologiques, de bioéthique, etc. Et il y a eu 2 études qui ont été faites et qui montrent bien que la 5G, eh bien, ça entraîne des problèmes sanitaires. Et donc, il y a eu un institut Ramazzini en Italie, plus un autre en Hollande, qui ont bien montré que il y a bien des effets, donc sanitaires au niveau à la fois des animaux et même des humains. Et puis, sur certaines fréquences, il n'y a aucune étude qui a été faite. Donc, quand vous dites ça devant les députés, vous leur dites, mais enfin, on ne va pas développer une technologie s'il n'y a quand même pas une étude d'impact alors que c'est obligatoire. Eh bien, ça passe. Et ça passe quand même. Et ça passe quand même. Alors, les gens, après, ils se protègent un peu personnellement, ils utilisent moins de portables, ils font... Mais sauf que si vous avez une antenne relais en face de chez vous, avec les faisceaux que représente la 5G, je vous dis pas l'exposition que vous allez avoir. Moi, si vous voulez, c'est la stratégie, ça. Vous savez, on a connu la stratégie du lobby du tabac. Tout à l'heure, on parlait de la stratégie du lobby du nucléaire. Eh ben, il y a aussi une stratégie du lobby des opérateurs téléphonie mobile. Ils ont rendu les gens accros au portable. Et maintenant, je vois bien même avec les pirates, quand je leur parle de réduire le niveau d'exposition, pour eux, c'est secondaire, tertiaire. Eux, c'est le portable, ils veulent l'utiliser à tout moment, ils veulent avoir l'information à tout moment. Vous voyez, pour eux, les effets sanitaires, c'est pas leur souci. Et bien sûr, le sanitaire passe en dernier dans la liste de priorités de certaines organisations. Mais tout ça, c'est bien construit. Oui, c'est bien construit. Vous voyez, on a rendu les gens addicts. Mais vous savez, à problème politique, réponse politique, je n'ai rien à vous apprendre. Et en l'occurrence, là, c'est un problème comme vous avez dit, d'entreprises qui ont développé beaucoup de pouvoir d'influence. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas la possibilité que certaines entreprises puissent développer une espèce de contre-pouvoir? Je pensais aux instruments de mesure. Si demain, une entreprise était mandatée pour développer des instruments de mesure, dont de mesure de perturbation dans les voitures, dans l'habitat, dans le logement,
Ça représente des milliards et des milliards de business. Oui. Alors, c'est développé à la CRIREM qu'a fondé Michel Rivasi. Et je me référais aussi à David Bruno, qui est ingénieur en poste dans l'aviation civile et qui est l'un des meilleurs experts français dans le domaine des pollutions électromagnétiques. Je vous renvoie ces 2 ouvrages. David Bruno, donc c'est Comment se protéger des ondes électromagnétiques. Et le 2e ouvrage, ça s'appelle La face cachée de la 5G. Il aurait maître ici, mais actuellement, il est en expertise en Espagne. Donc David Bruno et ces 2 livres vous donnent des solutions de protection. Oui, donc il y a des solutions de protection, mais après, pour agir en amont, il y a aussi des mesures qui doivent... Comme aujourd'hui, vous le savez comme moi, il y a ce qu'on appelle le diagnostic de performance énergétique dans l'habitat et le logement. Ça existe, ça a été mis en place et décidé. Il pourrait y avoir un diagnostic de perturbation électromagnétique dans le logement. Oui. Et ça passerait par des mesures obligatoires. Est-ce que ça pourrait être légiféré, ça, Michel? Est-ce que pour une... ça serait une bonne chose, sauf que c'est pas du tout dans la feuille de route des législateurs. Si vous voulez, pour eux, le fait de mettre des antennes relais de partout, ça participe à la Smart City. Vous voyez, au début, ils parlaient toujours des voitures autonomes, etc. Maintenant, on n'en parle plus parce que ils ont de gros problèmes juridiques, vous voyez, pour voir qui est responsable en cas d'accident. Mais leur idée, c'est de... Vous voyez, maintenant, avec l'intelligence artificielle, tout ça, ils sont toujours sur ces histoires de transmettre les données, et le plus rapide, c'est par rapport aux ondes. Moi, écoutez, ce que j'ai pu faire, c'était... j'avais vu des chercheurs français qui développaient ce qu'on appelle le Li-Fi. C'est-à-dire que vous pouvez utiliser votre ordinateur avec la lumière. Vous voyez, ils mettaient un modem et on utilise la lumière pour faire fonctionner les ordinateurs. Donc ça, c'était très intéressant parce que c'est comme la fibre optique. Vous n'avez pas d'ondes électromagnétiques. Et je leur ai dit que ça soit à l'extérieur, qu'il y ait des ondes, mais que ça ne rentre pas dans les habitations. Mais c'est pas leur... Vous voyez, ça ne matche pas, ça n'accroche pas. Ça n'accroche pas. Parce que ils sont sur tous les opérateurs. En plus, ils veulent qu'il y ait des opérateurs européens avec des brevets européens. Donc, la santé, c'est leur dernier des soucis. C'est ça. C'est le dernier des soucis. Mais... Oui, pour moi, ça a été très, très difficile, ces sujets, parce que, à part quelques députés, vous voyez, de différents pays qui sont un peu sensibilisés là-dessus, les autres, ils suivent comme des... J'avais envie de dire comme des brebis, mais j'aime bien les brebis, alors bon. D'accord. Mais vous savez, je voudrais vous citer justement à ce sujet-là. Peut-être c'est l'analyse économique qui peut, une fois de plus, nous sortir de cet écheveau. Et je repensais à une analyse qui a été faite sur du téléphone, sur le niveau scolaire. Et je crois qu'il y a eu une étude faite en Angleterre où ils ont pris une classe de 30 élèves et puis 6 mois de l'année avec le téléphone et 6 mois de l'année sans. Bon. Ils ont constaté un écart de 2 points, je crois, sur les résultats au final, entre ceux qui étaient avec ou sans. Bon. Donc, il semblerait, alors sous toute réserve, ça dépend d'autres études qui ont été faites sur le sujet peut-être, que ça contribue quand même à faire baisser le niveau. Du coup, l'analyse d'ensemble consisterait à dire, j'ai l'avantage du téléphone, mais j'ai tous les coûts induits qui apparaissent. Ça veut dire que, par exemple, au niveau de l'éducation nationale, je vais perdre 1 année de niveau en moyenne par rapport à ce qu'on avait avant. Donc, plus de fautes d'orthographe, etc. Il va falloir faire peut-être 1 année de plus pour arriver au même niveau. Donc, ça va coûter de l'argent en plus à l'État pour que le résultat obtenu en terminale soit le même. Et puis, ça va coûter plus cher en santé, puisque, évidemment, il va y avoir des frais de santé en plus, parce que le téléphone a certainement un impact sur l'équilibre émotionnel, donc peut-être plus de psychiatrie, etc., etc. J'ai un chiffre là qui moi, m'interpelle beaucoup. C'est l'analyse des tendances et évolutions depuis 20 ans sur les causes de décès. Et je vois les causes de décès liées à des maladies du système nerveux et des troubles mentaux. En 26 ans,
le risque est passé de 27 000 décès à 63 000 décès. Donc, il y a une très forte hausse sur le sujet depuis 25 ans. Et puis, et voilà. Donc, on a ce risque qui apparaît. Alors, c'est chiffré, mais il faut aller jusqu'au bout dans l'analyse, c'est-à-dire regarder cette innovation, ce qu'elle crée comme business, comme on peut le dire dans l'industrie, et puis ce qu'elle crée comme coût pour les États. Et là, quand que peut-être les députés européens, comme vous savez, quand on va afficher l'ardoise que ça va coûter aux États, ils vont peut-être écarquiller les yeux, non ? Enfin, je ne sais pas. Parce que là, l'ardoise, elle commence à se voir en France. La chute du niveau scolaire, elle est vertigineuse. Oui, mais on va toujours vous trouver d'autres causes. Hein. Oui, alors après, il y a une polémique. À chaque fois, il y a les gens qui vont dire « Mais oui, mais c'est multicausal, il n'y a pas que ça. Il y a aussi l'alimentaire, etc. » Oui, mais à ce moment-là, il faut faire une analyse statistique multicausale, mais il faut la faire jusqu'au bout. Et ça, c'est très difficile. La faire jusqu'au bout et dans la durée, pas sur 24 heures ou un temps très court. Oui, c'est la grande astuce. Donc l'analyse technique, elle n'est pas faite. Je m'en suis rendu compte sur une petite enquête que j'avais faite sur le handicap à la naissance. Je suis remonté jusqu'au chef de cabinet de l'Élysée, M. Brice Blandel, et puis il m'a avoué qu'il n'avait pas les moyens de répondre à une analyse multicausale sur beaucoup de sujets de santé, malgré l'ARS, Santé publique France, etc. Ils n'ont pas les éléments d'information. On revient ils n'ont pas les éléments et c'est des études qu'il faudrait faire parce que on voit même d'un point de vue comportemental. Oui. Et les gens qui sont assez initiés, moi je vois au niveau des chercheurs, je vous assure, ils donnent pas de portable à leurs gamins avant 14 ans. Hein. Oui, et puis donc, comme vous... Vous voyez, on le voit, il y a une dichotomie entre les gens un peu aware, c'est-à-dire conscients des problèmes, et puis après l'utilisation au niveau des enfants. Mais la plupart, pour eux, c'est on leur montre que c'est l'avenir, c'est la high-tech, et que si on n'est pas dans la high-tech, on n'est pas branché, quoi. C'est important ce que vous dites. On offre aujourd'hui des smartphones à des enfants de 8 ans pour leur anniversaire, mais leur crâne est encore à l'état cartilagineux, il n'est pas encore ossifié. Et effectivement, il est très très perméable à ces ondes, sans compter que souvent les enfants communiquent la nuit pendant que les parents sont couchés, et ils s'endorment sur un téléphone actif, au lieu de le mettre en mode avion. Ouais. C'est vrai. Le sujet est très difficile, hein, j'en conviens, parce que la recherche de la vérité amène à des portes fermées souvent, ou à des portes qui ont du mal à s'ouvrir. Et puis des études, comme vous l'avez dit, qui Mais moi, vous savez, je m'occupe de ce qu'on appelle les électro-hypersensibles. Les EHS. C'est les vigies, en fait. Ce sont des gens qui ont qui sont devenus intolérants aux ondes électromagnétiques et ils sont complètement discriminés. Ils sont en train d'errer, vous voyez, dans les bois pour trouver une zone blanche où ils peuvent un peu se ressourcer. Mais c'est terrible pour ces gens-là. Et bien sûr. Et quand j'en parle à la préfecture, parce que la préfète ou le préfet veut installer une antenne sur à peu près une zone où ils arrivent à peu près à vivre, eh bien, ils sont démunis. Et ils nous disent, essayez de trouver une autre zone. Mais comme il y a de moins en moins maintenant de zones blanches, eh bien, tous ces gens, ils savent plus où aller. Et on sait bien que c'est dû à cette pollution électromagnétique. Vous voyez, ça a des conséquences sur le comportement, ça a des conséquences sur l'apprentissage. Mais quand les gens deviennent intolérants aux ondes, eh ben, on en fait des zombies, des gens qui... Un impact sur la santé. Ouais, exactement. Alors par ailleurs, il y a les rayonnements ionisants d'origine naturelle, bien sûr, mais aussi ceux utilisés en médecine nucléaire et au niveau des professions dentaires. Ouais. Et là, pareil. Donc on a toujours affaire à la même problématique, quoi. Dans l'influence des grandes compagnies, l'absence de contre-pouvoir ou de contre-force, c'est-à-dire en face d'une entreprise, une autre entreprise. Et là, ça permettrait... Il faut s'atteler à ce que la réponse économique puisse se faire. En fait, c'est ça. Mais vous avez cité tout à l'heure le cas d'entreprises qui ont tenté de le faire en inventant des nouveaux systèmes, mais qui n'ont pas pu percer, quoi. C'est ce que vous avez dit. Ils ont percé que dans des secteurs protégés. Vous voyez ? Des niches. Dans certains lycées, ils ont installé le Li-Fi par rapport aux enfants. Oui. Mais c'est vraiment des lycées où il y avait une prise de conscience, où il y avait d'ailleurs la MGEN qui avait investi. Oui.
mais c'est vraiment des cas particuliers, quoi. C'est des créneaux à niche. Mais ce que vous dites, et ce que vous dites aussi, c'est que finalement, même au niveau de l'Europe, une impulsion dans ce domaine pour essayer de rééquilibrer les choses, c'est très, très difficile. C'est le message que vous nous faites passer. Les lobbies sont très présents. Oui. Et comme vous dites, il y a peu de députés qui sont... qui ont un peu un bagage scientifique. On a beaucoup de médecins, mais les médecins sont pas tellement formés à la santé environnementale. Donc pour eux, c'est pas trop leur pratique, vous voyez, d'essayer d'être un peu sur la prévention et de proposer d'autres solutions. Et quand vous me parliez des rayonnements en médecine, là aussi, on est dans une vision techniciste des choses. C'est-à-dire que pour beaucoup d'entreprises, c'est la technique qui va répondre à tous les problèmes. Même d'ailleurs le réchauffement climatique. Hein. Oui. Et ça, pour moi, c'est un piège énorme. Oui. Parce qu'on ne fait pas l'évaluation globale. On ne fait pas les coûts induits. On ne regarde pas d'un point de vue santé ce que ça va coûter au budget de chaque État membre. Oui, le coût total induit, c'est ça, exactement, oui. Ouais. Et donc, ça, pour moi, c'est le piège de cette vision scientiste des choses. Mais est-ce qu'il n'y a pas l'équivalent d'une Cour des comptes européenne qui permettrait de faire cette analyse ? Est-ce que c'est... Voilà. Ben oui, mais vous savez, les élus, c'est comme la population. Hein, Et puis, il y a des partis qui sont très liés au business. Puis, il ne faut pas oublier que l'Europe, c'est quand même le business. Hein. Oui. Alors, c'est ce que François Asselineau dit partout également, et avec la même intensité que vous. En disant qu'il y a des problèmes et des intérêts économiques qui sont considérables au niveau de la Commission européenne et sous très forte influence américaine, je crois. Hein, c'est ça. Oui, alors on voudrait maintenant parler de souveraineté européenne, mais en fait, les prémices sont les mêmes. Hein. C'est développer le business, avoir des brevets européens, avoir un savoir-faire européen, pour se démarquer quand même un peu au niveau des États-Unis, mais c'est toujours du business. C'est pas la culture et la santé qui sont dans la priorité, c'est ce que vous dites. Mais déjà, la santé, c'est pas une compétence de l'Europe. C'est les États membres qui ont la compétence sur la santé. Alors, oui, alors là, oui, d'accord. Ça, c'est important à savoir. Alors, donc nous, à l'Europe, on peut jouer sur la prévention, parce que ça, c'est la compétence de l'Europe. On peut jouer sur essayer de la santé au travail, ça c'est compétence de l'Europe, mais tout ce qui est, vous voyez, soins, hôpitaux, formation du personnel médical, ça c'est compétence des États membres. Michel, ce qu'on lit quand même, c'est que l'OMS actuellement fait des démarches pour que la politique vaccinale de toute l'Europe soit décidée à l'OMS. Et non pas dans les États membres. Oui, bien ça, c'est pas gagné, et ça, j'en veux pas non plus. Oui, bien sûr, mais quand on sait que... Moi, l'OMS, vous voyez, quand qui finance l'OMS, ça vous dit dans quelle orientation on va aller. Bill Gates et Melinda, à travers Gavi, puis il y en a d'autres qui sont bien connus, notamment de Davos, du Forum économique mondial. Si vous voulez, moi, je pense que c'est bien que les États aient la compétence pour faire aussi... On parlait des contre-pouvoirs tout à l'heure. Oui, tout à fait. Vous voyez que lors de la pandémie, il y a des États qui n'ont pas du tout utilisé la stratégie qu'ont utilisée par exemple la France, la Suède, l'Italie ou l'Espagne. C'est très bien. Oui. Et on voit qu'au niveau des résultats, on n'est pas les champions d'Europe. Hein. Il y a eu moins de morts dans d'autres pays qui ont eu d'autres stratégies. La Suède. La Suède, par exemple, la Norvège, les pays du Nord. Toute l'Afrique. Et l'Afrique, effectivement, ils n'avaient pas les vaccins. Alors, donc, et je crois que la Russie, les Russes n'ont pas fait de confinement dans certaines régions. Ouais. Alors, écoutez, là, j'ai pas assez d'informations pour la Russie, moi, parce que ils avaient Sputnik quand même. Mais non, mais moi, je suis. Vous voyez tous ces grands plans là, où ces traités internationaux là sur les pandémies via l'OMS, dont les sources de financement sont pas claires. Moi, je leur dis, parce qu'on les voit souvent à l'Europe en ce moment, moi je leur dis, il n'y a qu'une seule condition, il y a une pandémie, on fait sauter tous les brevets. Soit c'est contraignant, et à ce moment-là, on peut avoir une certaine confiance, soit ça l'est pas, et je vois pas pourquoi c'est l'OMS qui serait à la tête de ça. Oui. Tout à fait. Oui, parce que
regardez, ils ont tous conservé leur brevet, à part quelques exceptions près. Mais c'est après plus de 2 ans où les vaccins avaient été sortis. Donc, moi, vous savez, quand je vois l'argent que se sont fait les labos au niveau des vaccins, qu'ils n'ont pas voulu divulguer leurs brevets à des pays en Afrique et qui voulaient avoir les vaccins et qui les ont pas eu ou tellement tard que, en fait, ça a servi à rien, eh ben, moi, je ne fais aucune confiance au niveau de ces organismes internationaux. Absolument. Très bien. Mais Alain, tu avais peut-être une... je sais pas, en médecine nucléaire, en fait, la médecine nucléaire représente plus du tiers des radiations que reçoit la population. Et à l'intérieur, on a la scanographie, c'est-à-dire l'utilisation des scanners, qui reste de loin la modalité qui contribue le plus à l'exposition de la population, puisqu'elle représente 74% des utilisations. Alors on dit qu'en moyenne, l'imagerie ne représente que 1,6 millisieverts, ce sont les dégâts biologiques, sur un total de radiation inférieure à 5 par an. Et on nous cite la moyenne de ce que reçoit un Français et qui est évalué à 1 millisievert. Simplement, si vous avez un cancer, il faut savoir que il est fréquent qu'on vous administre 4 scanners et auquel cas, à 15 millisieverts le scanner, on est rendu à 60. Et c'est quand même assez fréquent chez les gens atteints de cancer. Alors quand on pense qu'on peut recevoir 60 à 75 millisieverts en à peine 2 à 3 mois et que les travailleurs du nucléaire doivent recevoir maximum 20 millisieverts en une année, mais il y a quand même des questions à se poser, d'autant que M. Braun, le ministre de la Santé actuel, entend développer l'imagerie médicale, la radiothérapie. Donc je crois qu'il faut être très très méfiant sur la progression des radiations administrées aux gens malades. Et ensuite, je suis frappé de voir qu'en dentisterie, on est en train d'assister à une segmentation entre les dentistes classiques qui bien souvent font du détartrage, du colmatage de petites caries et des radios rétroalvéolaires. Alors ça manque pas, c'est avant, après. Moi, j'ai obtenu 4 radios que je ne demandais pas d'une même dent. On ne mémorise pas, on en refait systématiquement. Et il ne s'intéresse pas aux travaux difficiles, comme par exemple l'arrachage des dents de sagesse ou des molaires, pour ensuite implanter de nouvelles dents. Et on assiste à un clivage entre dentisterie de petits bobos, on va dire, et implantologie. Aujourd'hui, des dentistes ne se disent plus dentistes, ils se disent implantologues. Et à ce moment-là, ils commencent par vous réclamer une panoramique dentaire qui vous administre des rayonnements plein pot pour avoir des images en 3D. Mais il faut savoir qu'on peut remplacer cette panoramique avec des rayons ionisants qui peuvent créer des problèmes de santé par une échographie. Je l'ai fait, c'est sans danger et ça donne de bons résultats. Il faut quand même que la population sache que l'IRM et l'échographie sont bien meilleurs pour la santé que les scanners, les radios X, les panoramiques. Il faut que les Français le sachent et qu'ils le réclament. Très bien. Moi, je suis tout à fait d'accord avec cette analyse. Il faut que les gens qui nous écoutent fassent très attention sur la multiplicité maintenant des examens. Que ça soit radiologie, que ça soit scanner, que ça soit tout ce qui est tomographie où on utilise des éléments radioactifs là pour suivre l'évolution ou pour détruire certaines cellules. Moi, je suis très très prudente et surtout qui demande quelle est la dose qu'ils reçoivent. Oui. Parce que la plupart du temps, eux aussi, ils sont très mal formés. Oui, et ils vous renvoient en disant c'est comme un Paris-New York, etc., ce qui est complètement incroyable. Oui, ou un week-end dans le Massif central, ce qui est totalement faux, puisque dans le Massif central, on prend 1,5 millisieverts par an. Et là, on parle pour un scanner de 15 à 20 millisieverts en 10 minutes seulement, donc ça n'a rien à voir. Oui, tout à fait. Bon, écoutez, il faut que je vous laisse. Eh bien, c'est parfait. Là, je crois nous allons terminer notre émission radio de toute façon. Donc, on tenait à vous remercier beaucoup. Mais moi, je vous remercie également. Et donc, voilà, on voudrait pour conclure, on dire simplement qu'effectivement,
Il y a des aspects Je vous le reprends. Oui. Merci beaucoup. Merci. Michel. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Voilà. Donc, nous terminons cette émission radio. Et simplement pour dire en conclusion, qu'on a abordé ce thème des ondes électromagnétiques et de la santé sur plusieurs plans. Le plan, j'allais dire, des radios, de la radioactivité, mais effectivement, les plans de l'analyse des ondes électromagnétiques dans la vie de tous les jours. On a essayé d'aller le plus loin possible. Il y a bien sûr beaucoup d'autres sujets à explorer, mais ça nous amenerait à des émissions beaucoup plus longues. Ce dont on se rend compte, c'est qu'il y a un aspect économique très important lié à l'analyse de la situation. L'économie semble prendre le pli sur tout. Et la réponse est qu'il faudrait effectivement que des contre-forces, des contre-pouvoirs puissent exister, même au niveau des acteurs économiques. Je citais tout à l'heure les instruments de mesure dans l'habitat. C'est un business qui pourrait se faire et qui pourrait rapporter des milliards d'euros, qui n'existent pas encore, mais qui permettrait aussi d'avoir des évaluations de sécurité. Alors, il existe quand même des instruments, surtout fabriqués en Allemagne, qui permettent à des géobiologues de faire des expertises géologiques chez les particuliers, avec des instruments de mesure dont les coûts sont abordables. C'est de l'ordre de 300 à 500 euros pièce. Et c'est mobile, c'est transportable. Donc nous formons à l'École française de géobiologie, nous formons des géobiologues experts qui vont dans les maisons et qui font l'analyse des rayonnements qui émanent du sous-sol et qui font également l'analyse et la mesure de la pollution électromagnétique d'origine artificielle, par exemple les box, les antennes relais et tout ce qui émet des ondes électromagnétiques à l'intérieur de l'habitat. Tout à fait. Et dans un futur, je dirais plus ou moins proche ou même lointain, il est possible qu'une instrumentation soit systématiquement faite dans l'habitat, de même qu'on a un diagnostic de performance énergétique, on aura peut-être un diagnostic de perturbation des ondes qui sera fait dans l'habitat ou dans la vie civile un jour. Voilà. Et pour le bien commun, c'est-à-dire une amélioration de la santé publique, on l'a vu que c'était quand même dans les dernières priorités de beaucoup d'élus et qu'il faudrait que ça redevienne dans les priorités les plus élevées. Alors c'est un sujet qu'on aborde dans le livre Votre santé en lieu sûr, aux éditions Le Courrier du Livre, où tout ça est détaillé. Voilà. Eh bien, c'est très bien. Merci Alain aussi de ta participation. Je crois que nous allons terminer cette émission. Prochaine émission qui est importante, je le dis quand même, dans la programmation. En octobre 2023, nous aurons le très grand honneur d'accueillir Alain Juppé pour une émission sur les évolutions possibles de notre Constitution française. Voilà. Boris, tu peux envoyer le générique de fin. Merci beaucoup à la radio.